Bonjour Menu. Bonjour Rachid. Et une question d'abord qui fait la une de certains journaux marocains. Pourquoi les entreprises n'arrivent-elles pas à garder leur talent ? Et c'est une question qui a été soulevée lors des Imperial Week 2026, un sommet sur lequel revient le brief avec cette question justement pourquoi les talents ne veulent plus rester. C'était un sommet qui a eu lieu ce week-end et qui a réuni les professionnels de la communication. Eh bien, le constat est tel qu'aujourd'hui les entreprises peinent à recruter, à fidéliser, à faire évoluer leurs talents, notamment les jeunes. Et les raisons sont simples, c'est que la nouvelle génération cherche du sens dans son travail et un environnement aligné avec ses valeurs. Conséquence notable, les jeunes restent moins d'1 an dans l'entreprise en moyenne. Et aussi, autre constat, les entreprises privilégient aujourd'hui des profils juniors pour réduire leurs coûts. Résultat, il y a une perte d'expertise, de transmission et donc de projection. Et les compétences deviennent obsolètes très vite. Et aujourd'hui, avec l'IA et la digitalisation, la formation continue devient indispensable. Une IA auquel les entreprises restent aujourd'hui malheureusement assez rigides malgré une utilisation massive par la nouvelle génération. Une IA dont on questionne encore l'intérêt. Par contre, le matin, lui, se pose la question du point de vue de l'apprentissage et se demande si aujourd'hui nous sommes dans une révolution ou bien une dérive. La question est liée bien évidemment à l'IA, car aujourd'hui beaucoup utilisent l'IA pour apprendre, comme on le voit sur l'image. Ça fait partie de notre quotidien, mais derrière cette démocratisation, un risque majeur, une standardisation du savoir. Résultat, un risque accru d'inégalité et d'appauvrissement de l'esprit critique. Mais l'affaiblissement de l'esprit critique n'a pas attendu l'IA, car la crédibilité des systèmes éducatifs est remise en cause, oui, par l'IA, mais aussi, surtout aujourd'hui, par l'éthique. L'éthique qui est au cœur d'un scandale aujourd'hui, scandale sur lequel revient tel quel, avec cette vente de diplômes dont les accusés aujourd'hui ont une peine jusque 4 ans de prison, et en particulier par le professeur Ahmed Kailash qui est au cœur de ce scandale. C'est donc une affaire qui met surtout en lumière aujourd'hui des failles qui fragilisent la valeur même du diplôme et donc de l'éducation. Alors comment faire confiance tout simplement à un système censé certifier le savoir et le mérite? Et cette confiance mise à mal dans l'éducation, au travail ou plus généralement dans notre société, coûte beaucoup à notre économie. C'est le point de vue du billet d'opinion que partage Aziz Daouda dans le Collimateur, article qui titre sur le Maroc et l'économie de confiance, le capital invisible du développement, car aujourd'hui il considère que le Maroc a donc des atouts solides en termes d'infrastructures, de stabilité, d'industrie, mais l'enjeu aujourd'hui est de passer, comme on l'a dit, d'une économie d'opportunité à une économie de confiance, parce qu'aujourd'hui la confiance va impacter évidemment les investisseurs, mais aussi l'engagement citoyen, une confiance qui doit se fonder sur une justice, mais aussi une fiscalité crédible, ainsi que des institutions fortes. Et il conclut ce billet par le Maroc doit faire son avancée, cette fois-ci dans la confiance, et faire surtout de la confiance une marque pays. La presse nous dit aussi qu'une nouvelle page s'écrit entre l'Afrique au sein du FMI. Oui, c'est une nouvelle page qui va s'écrire avec le Mauritanien Zein Zeiden. C'est ce que titre les Échos le matin. Le Mauritanien qui va prendre la tête du département Afrique du FMI. Il va succéder à l'Éthiopien Abebe Aéremo Sélassié. Et c'est donc un économiste qui est présent au FMI depuis 2012. C'est donc une large expérience, mais il prend ce poste tout de même dans un contexte où l'endettement des pays africains lui explose face à une demande accrue de financement. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans cet écosystème africain un contre-exemple à cette dépendance au FMI? Et oui, peut-être avec le Mozambique, comme l'indique Africa News Agency, le Mozambique qui a remboursé de manière anticipée un prêt de plus de 630 millions de dollars et ramené sa dette à zéro. Mais attention, il faut faire attention à cette bonne nouvelle pour le FMI, car elle est à nuancer, car la dette publique aujourd'hui de ce pays est à plus de 80% du PIB. Et donc aujourd'hui, la décision du Mozambique de rembourser de sa dette veut plutôt améliorer la confiance des créanciers pour répondre justement à ces dépenses publiques qui mettent à mal l'économie du pays. Le Mozambique, comme à l'image d'autres pays africains qui n'ont pas encore connu leur miracle économique. C'est donc une phrase clé de cette tribune de Mamadou Sen dans le Financial Afrique qui parle de morale des entreprises et de destin des nations, car pour lui, encore beaucoup
trop de pays africains sont dépendants de l'aide internationale, mais ont aussi des entreprises faibles. Et il rappelle que l'entreprise fait la richesse et le destin donc des nations. C'est le titre même de sa tribune, mais il revient quand même sur un contre-exemple, le Maroc, avec une économie basée sur l'industrialisation, des investissements étrangers importants et des entreprises marocaines présentes à l'étranger, des éléments qui font du Maroc un leader économique africain. Un renforcement des économies donc nécessaire, surtout dans un contexte mondial très tendu du fait, on le rappelle, de ce conflit au Moyen-Orient, une tension économique qui pourrait créer un risque grave pour le continent du fait de l'explosion des coûts de la vie qui pourrait provoquer de nouveaux conflits. L'article de TV5 Monde rappelle qu'aujourd'hui, selon l'UA et la BAD, le Moyen-Orient pèse plus de 15,8% des importations africaines. Et du fait de ce conflit, plus de 28 monnaies du continent ont été dépréciées avec des risques importants d'inflation liés à la hausse des coûts, des engrais, des tensions alimentaires qui pourraient faire pression sur les budgets. Un risque d'intensification donc des conflits liés à des rivalités économiques et stratégiques et surtout des bailleurs de fonds qui risquent de se détourner vers d'autres priorités tout simplement. Allez, on prend de la hauteur, et même beaucoup de hauteur avec les astronautes d'Artemis 2 qui vont survoler la Lune aujourd'hui. C'est l'apogée de cette fameuse mission Artemis 2. Donc aujourd'hui marque le jour où des hommes vont aller au plus près de la Lune. Ce n'était pas arrivé depuis 1972 et ce week-end, on a eu des images dites époustouflantes de cette première mission. Une image comme on le voit ici qui nous indique un petit peu où se situent quelques éléments clés de notre planète Terre comme l'océan Pacifique, quelques villes comme Sao Paulo, Buenos Aires ou quelques récifs importants, des images qui ont fait rêver la planète entière. Et bonne nouvelle, le rappelle l'article, aujourd'hui l'événement sera retransmis sur YouTube si cela vous intéresse aussi de naviguer au plus près de la Lune à travers les écrans. Mais face à cet enthousiasme, un mystère demeure. Pourquoi nous ne sommes pas allés sur la Lune depuis plus d'un demi-siècle? C'est la question auquel essaie de répondre la SNRT News. Alors, l'article précise que ce n'est pas une question de capacité technologique, mais une équation complexe entre politique et économique. Parce qu'on le sait, la mission Apollo a eu lieu dans un contexte de guerre froide et une fois terminée, on a jugé moins intéressant de continuer à investir dans ce secteur. La priorité a été davantage mise sur des missions spatiales durables comme celle de la station internationale et aussi il y a eu l'entrée en jeu d'acteurs privés dans ce secteur comme SpaceX qui a justement relancé le débat sur la nature même de la course spatiale. Autre question, cette fois-ci un petit peu moins attendue. La Lune, à qui est-ce qu'elle appartient? C'est la question que pose Science et Vie. Est-ce qu'elle appartient aux États-Unis ou bien à la Chine? En tout cas, les deux puissances se disputent aujourd'hui la propriété de la Lune. Une compétition très rude, on le sait aujourd'hui. Les États-Unis, donc à travers la NASA, sont au sein de cette mission Artemis. Mais l'article rappelle quelque chose d'extrêmement intéressant. En janvier, les États-Unis ont étendu leur périmètre de défense jusqu'à la Lune. De son côté, la Chine a multiplié les missions et vise, elle, un alunissage habité vers 2030. Donc une compétition qui va donc poser les bases de la gouvernance spatiale. Et enfin, on a The Conversation qui, lui, revient sur un autre aspect de cette course vers les étoiles, les satellites, avec ce graphique qui nous indique une explosion des investissements de satellites en orbite, ce qui peut aussi créer une pollution, mais aussi des risques de collision. En somme, un secteur spatial qui s'industrialise, mais dont les règles de gouvernance restent à fixer. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 avril 2026. Quel autre 6 avril avez-vous retenu dans l'histoire? Alors, je vais vous raconter l'histoire de deux peuples, frères ennemis, qui vont partager l'un des moments les plus sombres de l'histoire moderne. Nous sommes le 6 avril 1994 au Rwanda. Ce jour-là, l'avion du président Juvenal Habyarimana est abattu à l'approche de Kigali. En quelques heures, tout bascule vers les prémices de ce qu'on appellera le génocide rwandais, car cette violence ne naît
pas en un jour, pendant des décennies, une idéologie raciste héritée de la période coloniale a opposé Hutus et Tutsis, transformant des différences sociales en divisions ethniques. Après l'indépendance, ce discours est instrumentalisé, diffusé jusqu'à déshumaniser une partie de la population. Entre avril et juillet 1994, près de 800 000 personnes, majoritairement Tutsis, sont massacrées. Pourtant, à l'époque, un mot tarde à être prononcé. Ce n'est pas tout de suite un génocide, mais une crise, une guerre, des violences. Et le 6 avril 1994 rappelle que nommer les choses n'est jamais un simple détail et que reconnaître, c'est déjà agir. Et que choisir le silence, c'est laisser l'histoire s'écrire dans l'ombre et devoir un jour en répondre. Merci beaucoup, Myriam Koukaïna, pour cette revue de presse.